Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Je suis votre coprésentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Salut Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi-même? En pleine forme, Et j'espère que les gens sont en pleine forme à la maison parce qu'on va les faire bouger avec notre invité du jour. Effectivement, j'ai très hâte et je suis très content et très honoré de notre invité du jour. Alors aujourd'hui, nous recevons un spécialiste du marketing et de la communication qui a eu une très très belle expérience chez Reebok et qui est aujourd'hui vice-président marketing et communication chez Ketchum. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Côté. Bernard, bonjour, comment vas-tu? Salut Max, Jeff, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va très bien, ça va très très bien. Excellent, excellent. On est très ravis de te recevoir. Alors Bernard, il y a quand même beaucoup d'informations sur ton profil LinkedIn et c'est sûr qu'une personne qui va sur ton profil LinkedIn ne te connaît pas. Quelqu'un qui aimerait en savoir davantage sur Bernard, parce que j'ai l'information aussi que Bernard, c'est un grand monsieur. Je parle de la taille, bien entendu. Oui. Et aussi professionnellement. À peine. Ouais. À peine. Et aussi professionnellement. Donc, d'un point de vue personnel, c'est qui Bernard? Écoute, je pense que Max l'a bien dit. Honnêtement, la première chose qui frappe en général, c'est ma grandeur. Donc, ça se voit mal par podcast, évidemment, mais je mesure quand même 6 pieds 8. J'ai joué au basket, mais c'est la question qu'on me pose en général à tous les jours quand je vais à l'épicerie, quand je sors de ma voiture, quand je me promène un peu. C'est « Hey, t'es donc bien grand, tu joues au basket? » tu sais. Fait que la réponse, c'est oui, bien évidemment, j'ai joué au basket. Mon premier amour, ça a été le soccer, par exemple. Jusqu'à ce qu'on me dise que j'étais trop grand pour jouer au soccer, donc passe à autre chose un peu. Mais j'ai joué au basket. J'ai eu une belle carrière quand même universitaire. Ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. J'ai habité au Kentucky à l'âge de 18 ans pendant 2 ans. J'ai habité à Chicago par la suite. Donc, j'en ai quand même appris beaucoup. Puis sinon, à l'université, ce que j'ai fait, j'ai étudié côté communication, journalisme aussi. Je suis pas un gars de chiffres du tout. J'ai eu un bac en sciences, par contre, parce que je parlais français. Mais c'est tous les chiffres réguliers, un petit peu loin de mon truc, mais j'avais un peu un intérêt, si on veut, pour le journalisme. D'autant plus que, en tant que joueur de basket, pour moi, la priorité, c'était de faire du sport et de me rendre le plus loin possible. Finalement, avec l'intérêt que j'avais pour le journalisme, les communications, c'est ce que j'ai étudié. Sans regret, c'est sûr et certain. Et puis, aujourd'hui, voilà, écoute, je me considère très, très chanceux, malgré tout ce qui se passe dans le monde, mais je suis le père de 4 enfants magnifiques. Un qui habite dans la région de Toronto maintenant, qui joue au basket, 2 filles de 9 ans, 7 ans, et puis un tout dernier, qui a quand même 3 ans et demi, James. Maintenant, 6 pieds 1, moi j'ai 6 pieds 8, donc les enfants sont aussi tous très, très grands, c'est quand même très drôle. Mais on a eu la chance quand même de passer beaucoup plus de temps dans les derniers mois, là. Et puis j'ai la chance aussi, honnêtement, d'être appuyé par une femme absolument incroyable, ma femme Joëlle. J'ai marié une joueuse de basket il y a 12 ans. Qui maintenant s'apprête à changer le monde avec son projet qui s'appelle la Société des Leaders. Donc, très chanceux, je suis entouré d'une très belle famille, tout le monde est en santé. Et puis, voilà, c'est le Bernard côté personnel. Excellent, excellent. C'est une très, très belle histoire. En tout cas, on est vraiment ravis que tu partages ça avec nous. Et justement, tu parlais d'enfants tout à l'heure. Quand tu étais petit, à quoi tu rêvais? Mon Dieu, à quoi je rêvais quand c'est drôle, parce que je demande à mes enfants tout le temps qui sont en bas âge, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus vieux? Puis des fois, c'est caissière, ou je travaille dans un restaurant, ou des affaires comme ça, ça change 16 000 fois. Même aujourd'hui, je ne suis pas certain de ce que je vais faire dans 5 ans, pour être bien honnête. Mais quand j'étais jeune, au tout début, c'était, vous allez comprendre très vite que le sport, pour moi, c'est toujours quelque chose qui a toujours été très, très important dans ma vie. Donc, j'ai commencé à jouer au soccer, je voulais être un joueur professionnel. Dans ma tête, j'étais européen.
Je lisais le 11 mondial magazine religieusement. Je dormais avec. Je me rappelle de tout ça très bien, comme si c'était hier. Et puis, quand je l'ai dit tout à l'heure, finalement, je suis devenu tellement grand. Je pense que rendu en secondaire 2, je devais faire autour de 6 pieds 2 ou 6 pieds 3. Puis c'est là que les coachs m'ont dit, garde, je pense que tu as fait le tour un peu au soccer, mais viens jouer au basket, justement. Donc, mon rêve de joueur de soccer s'est arrêté là, mais j'ai finalement, je pense un tour de main, honnêtement, je suis passé de joueur de soccer à joueur de basketball professionnel. Puis ça a été mon objectif pendant très, très longtemps, même à l'université. C'est un truc qui, s'est terminé à cause de blessures au dos. Du moins, c'est ce que je me dis, là, mais je pense que j'avais quand même une chance de me rendre quand même un petit peu plus loin. Mais ça s'est terminé. Donc, je suis passé de joueur de soccer à joueur NBA, joueur de basket. Puis finalement, je suis passé à un autre cap où j'ai voulu être policier. J'ai voulu être policier pendant longtemps. Ouais, c'est un truc différent. Des fois, je regarde ça de loin. Je me dis, j'aurais peut-être dû. Au cégep, j'avais pas fait ma technique policière. Finalement, c'est le basket qui est comme un peu dicté mon parcours ou mon éducation, si on veut. Mais là, aujourd'hui, en même temps, je regarde ça, puis être policier en 2020, c'est une toute autre histoire, bien honnêtement. C'est que je me dis que les communications, le marketing, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Écoute, je peux pas dire si c'est un bon ou mauvais choix de carrière, mais chose certaine, tu excelles dans ce que tu fais en ce moment. Puis je te l'ai dit, mais c'est très. Je vais te laisser toi en parler. Mais juste avant ça, maintenant sur le plan professionnel, là, on a appris à savoir c'est qui Bernard. Sur le plan professionnel, comment tu t'es rendu? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu serais capable de peut-être nous en faire un peu la chronologie? Oui. Non, je peux faire ça rapidement. J'ai été chanceux, je pense, parce que j'ai toujours eu des belles jobs. Comme on dit, là, je pense de ma toute première, j'ai commencé chez Foot Locker, là, puis ça fait très longtemps. C'était quand je commençais au Cégep. Donc, sur la rue Sainte-Catherine, il y avait le gros Foot Locker à Montréal. C'était comme mon milieu et tout, c'était des sports encore une fois. Donc, j'ai commencé là. Mais en revenant à l'université, j'ai commencé chez Reebok. Je savais que je voulais rentrer dans le monde du sport. Dans l'industrie du sport, que ce soit, chez Reebok, ça aurait pu être un autre. Mais Reebok était ici à Montréal à l'époque. Donc, par un peu de chance, j'ai réussi à rentrer là, mais j'ai commencé au service à la clientèle. C'était un peu un genre de sacrifice pour pouvoir travailler dans l'industrie. Si je me compare à tous mes coéquipiers, mettons à Northwestern. Puis Northwestern, c'est un peu de contexte, mais c'est une bonne école côté académique aux États-Unis. Donc, les gens sortent de là à, je sais pas, 19, 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Puis ils partent, ils font des salaires de 80 000 US. Ça, c'était en 2006, là, quand moi j'ai fini. Moi, j'arrive ici chez Reebok, puis chaque fois que je suis rentré sous la barre des 30 000, bien honnêtement. Donc, c'est une petite différence avec mes coéquipiers qui, eux, ont commencé dans le monde de la finance et de l'investissement et tout ça. Mais ce que je voulais, c'était vraiment suivre ma passion et travailler dans le monde du sport. Fait que j'ai fait à peu près 1 an de service à la clientèle chez Reebok. Et ensuite, je me suis dirigé dans l'équipe marketing. Puis de là, j'ai eu la chance de toucher à tout. J'ai fait de la publicité, en magasin, des trousses de PLV qu'on appelle. Je me suis occupé de la catégorie des hommes, la course pendant un petit moment donné, catégorie lifestyle aussi. J'ai fait, digital, les réseaux sociaux. Je pense que permettez-moi l'expression, mon claim to fame là, chez Reebok, c'est d'avoir parti les pages Facebook et Twitter à l'époque. Réseaux sociaux, c'est moi qui avais précurseur. Ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. C'est pas Reebok global, on s'entend, c'était bien Reebok Canada, mais quand même. Donc, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là, mais j'ai eu des très, très belles expériences. J'ai été des finales de la Coupe Stanley, la Coupe Grey, des partenariats avec CrossFit, des partenariats avec la UFC aussi. Donc, c'était un peu la job de rêve pendant plusieurs années. Donc, j'en ai bien profité, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tout d'un coup, Reebok est passé du bureau chef à Montréal à Toronto. Donc, avec ma situation familiale, ça a fait en sorte que je ne pouvais pas vraiment les suivre. Donc, je suis passé de Reebok, de la compagnie en tant que telle, à l'agence qui s'occupait de Reebok. Puis ça, j'ai eu la chance de travailler pour c'était Exacto Communication, qui est toujours en affaires, évidemment. J'ai travaillé pour 2 personnes extraordinaires, Benoît et Marie-Josée Allaire, frères et sœurs qui dirigeaient l'agence à l'époque, mais encore une autre job de rêve en quelque sorte pour moi parce que je travaillais sur le compte de Reebok, je travaillais pour CCM Hockey, les vélos Opus à Ville-Saint-Laurent. J'ai aussi un petit côté geek, techno. Je travaillais sur les comptes Philips et Future Shop à l'époque, avant que ça devienne tout Best Buy. Donc, c'était le paradis en quelque sorte. Je travaillais sur des comptes de sport et de techno, puis c'est vraiment mes 2 passions.
Donc, quelques années chez Exacto, et puis après ça, je suis passé à la coopérative MEC, 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 dépendamment comment certaines personnes le prononcent. Mais ça m'a permis vraiment de, pas juste d'un côté professionnel, mais d'un côté personnel, j'ai découvert un peu les bienfaits du plein air. Puis là, je parle pas des bas bruns puis les pantalons qui se visitent. Là. Je suis quand même un peu urbain. Je suis un petit gars de la ville, on s'entend. J'ai grandi à Toronto très jeune, mais à Montréal par la suite. Mais juste le fait de sortir dehors, d'explorer des activités. Puis aujourd'hui, j'en fais beaucoup, beaucoup plus avec mes enfants. Mais j'ai été directeur communication marketing pour MEC, mais vraiment juste pour le Québec. Donc, le bureau chef est à Vancouver. Le bureau chef est à Vancouver. Moi, j'étais ici avec une petite équipe. On était environ une dizaine. Puis on s'occupait vraiment juste de la province du Québec, donc tout ce qui était en français, tout ce qui était entre l'Ontario, dans le fond, et les Maritimes, c'était juste notre petite équipe. Et puis, presque il y a 3 ans, j'ai fait le saut de chez MEC pour retourner en agence. Des fois, on voit des gens qui passent de l'agence côté client ou côté client à l'agence, mais c'est rare de voir l'espèce de boomerang où on revient en agence par la suite. Mais j'ai fait ça. Donc, je suis chez Ketchum, qui est une agence mondiale dans 70 pays, qui est relativement peu connue ici au Canada, qui est, en somme, ça fait partie de mon défi aussi. C'est de la faire connaître un petit peu plus, évidemment, plus spécifiquement au Québec, mais au Canada en entier. Mais on a des beaux clients. On a des clients comme Mastercard, H&R Block, Michelin qui est ici à Laval, Dell, Wendy, donc des marques quand même assez prestigieuses. Ouais. Mais je trouve ça curieux, tu l'as dit, le retour en agence, c'est pas commun. C'est quoi qui a motivé ce retour en agence, en plus d'une nouvelle agence qui, oui, même si est connue, oui, à l'international, mais peu connue ici. Puis c'est pas les agences qui manquent au Québec et au Canada. C'est pas les agences qui manquent au Québec du tout. Il y en a beaucoup, que ce soit les agences de pub, les agences com, marketing, peu importe. C'est sûr que bon, ça devient de plus en plus nébuleux. Qui fait quoi, je pense aujourd'hui. Là. Mais qu'est-ce qui a motivé le retour? C'était honnêtement une belle opportunité. J'ai eu plusieurs défis dans ma carrière. J'ai dû faire des moves, comme on dit en bon français. Puis cette fois-ci, bon, j'ai eu la chance on est venu me chercher justement un peu pour une spécialité Québec. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion. C'était juste le timing était bon pour moi, c'était bon pour ma famille aussi. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas, on se lance là-dedans. Excellent. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de défis et tu as aussi parlé du fait que quand tu as commencé ta carrière justement en service à la clientèle, tu as dû faire des sacrifices. Quand bien même au niveau de la rémunération que tu allais avoir, tu savais qu'elle était moindre par rapport à ce que… Ouais. C'est quand même important de le dire. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il est très important de suivre ses passions malgré tout. Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de nous partager aussi? Je suis un peu une priorité. Puis pour moi, côté salaire, c'était un sacrifice à l'époque pour pouvoir rentrer dans un domaine que je voulais, puis un peu continuer à vivre ma passion du sport. Mais tu sais, écoute, j'ai dû quitter des jobs amusantes aussi pour lesquels j'étais très confortable, dans le fond, dans le but d'avancer dans ma carrière personnelle, ma carrière professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi avec les enfants, la famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 4 enfants, avec l'épicerie, le Costco, il faut que ça se paye, toutes ces choses-là. Donc j'ai fait quand même des petits sacrifices dans le but d'avancer un peu dans ma carrière. Puis, mes côtés professionnels, ça m'a aidé aussi beaucoup de vouloir changer d'air. Si je pense, mettons, à MEC. MEC, j'ai quitté une équipe d'environ 10 personnes qui était absolument formidable, avec qui j'aurais sincèrement travaillé toute ma vie. Une belle équipe passionnée par leur emploi, passionnée par l'industrie du plein air en général, l'environnement qui est tout lié à ça. Donc, vraiment des bonnes personnes. J'ai jamais été aussi triste de quitter une équipe ou un emploi comme celui-là, une équipe que j'aimais, puis un emploi qui me passionnait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une très, très belle opportunité avec Ketchum, où je suis en ce moment. Puis je fais face à mon plus gros défi en carrière, qui est vraiment de bâtir justement cette équipe-ci à Montréal. Une équipe pour représenter nos clients partout à travers le Québec. On a pris un peu de temps, pas un peu de temps, mais un peu de retard, évidemment, à cause de la pandémie. Mais là, les choses vont bien. On a comme repris du poil de la bête, comme on dit, on a le vent dans les voiles. Donc, je me plains pas. OK. Et justement, par rapport à ça, je présume qu'il y a des succès
que tu as eues, en tout cas dans le cadre de ces fonctions-là. Est-ce que tu peux nous en parler, nous partager quelque chose? Oui, absolument. Puis j'ai pas comme une étude de cas en particulier, je pense, à vous partager. C'est plutôt comme quelque chose qui me suit depuis le tout début de ma carrière professionnelle. Donc, c'est un peu comme un fil conducteur, puis quelque chose qui est devenu en quelque sorte une spécialité. D'accord. Puis c'est vraiment de pouvoir adapter pour le Québec. Okay? Puis on parle d'adapter des campagnes ou créer des campagnes, des événements, des trucs vraiment pertinents pour les Québécois, mais toujours sans trop se départir de ce qu'on fait à l'extérieur de la province. Tu sais. Fait que, bon, j'ai parlé des Reebok, des CCM, des marques d'envergure nationale et internationale. Chez MEC, c'était mon seul et unique rôle, c'était d'être la police québécoise, si on veut. Tu sais. Fait que je dirais que c'est vraiment le fil conducteur. C'est ce que j'ai fait au cours des dernières années, que ce soit vraiment plus en marketing, que ce soit plus en relations publiques. C'est vraiment m'assurer que mes clients ou les marques pour lesquelles je travaillais étaient aussi pertinentes pour les Québécois qu'elles l'étaient pour Sean à Calgary, en exemple. Oui. Bon. Donc, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né à Toronto. J'ai étudié aux États-Unis. Donc, j'emprunte beaucoup de mots anglais quand je parle français, puis même chose vice-versa. Mais c'est sûr que, bon, les Canadiens anglais disent c'était quoi ce mot-là? Mais j'emprunte. Moi, c'est mon style. C'est comme ça que je fais les choses. Mais ça m'a permis souvent de faire le pont entre les équipes. Mon mec, le bureau chef, était à Vancouver. Quand je travaillais en agence chez Exacto, on travaillait avec des agences partenaires à Toronto aussi. Donc, j'étais un peu en quelque sorte le pont, si on veut, entre Toronto et Montréal souvent. C'est peut-être le fait que je parlais bien anglais. Bon, j'ai une personnalité, j'aime vraiment parler avec les gens. Je suis plutôt extroverti quand ça vient à ça. Mais surtout en agence, je crois que j'ai été un grand facilitateur pour les campagnes nationales et encore une fois, pouvoir travailler avec les gens à l'extérieur de la province. Puis si je devais vous donner un exemple concret, mettons, ça serait avec MEC. Je vous ai parlé de l'équipe passionnée, l'équipe, les gens que j'adorais beaucoup. On avait une équipe à l'interne qui se concentrait vraiment sur non seulement la traduction, mais l'adaptation de nos campagnes. Donc, nos textes, les publicités, les billets de blog, tout ce qui était sur les réseaux sociaux, tout était vraiment bon parce que c'était du matériel québécois. Et puis souvent, il y a beaucoup de compagnies qui vont simplement traduire quelque chose, qui vont dire « Wow, skiing in the Rockies », puis là, aller faire du ski dans les Rocheuses, mais c'est pas nécessairement notre réalité. Donc, nous, on adaptait tout ça, puis on allait faire du ski à Tremblant, puis, tu sais, on faisait ça beaucoup, mais tellement qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que MEC était une compagnie québécoise. Les gens disent « Ah oui, mec, ça vient pas d'ici, tu sais. » Puis je pense que c'est un beau témoignage, dans le fond, au travail de l'équipe avec laquelle je travaillais. Les pages de produits, puis on s'entend que, mec, il y avait, je ne sais pas, environ 10 000 produits, si je me trompe. C'est peut-être 10 000, c'est peut-être 100 000, j'oublie, mais un chiffre absolument incroyable de produits là, sur le site. Et tout ça, tous ces produits-là étaient même adaptés. Donc, c'était pas juste une traduction, c'était de l'adaptation. Donc, pour moi, c'est un beau témoignage un peu de ce qu'on a pu faire. Puis, c'est en quelque sorte ce que je fais aussi chez Ketchum, c'est m'assurer que les campagnes, les produits, les services de tous nos clients soient pertinents, encore une fois, pour Monique à Laval ou Diane in Vancouver. Exactement. Ouais. Je dirais que c'est ça. Fait que c'est pas une étude de cas, c'est vraiment un fil conducteur à travers ma carrière de me spécialiser en adaptation ou en communication marketing pour le Québec plus spécifiquement. J'aimerais peut-être qu'on revienne un peu sur l'athlète que tu étais. Ou que tu es toujours, ou que tu es toujours dans d'autres avenues. Oui, non, ça fait bien longtemps. Mettons que je passais de sport d'équipe et gros contact physique à sport individuel, la course à pied un peu, des choses comme ça. Mais bon, mais est-ce que tu dirais qu'il y a des... Oui, tu as joué au basket, t'es allé aux États-Unis, tu as joué à un assez haut niveau. Est-ce que tu dirais que tu as eu des apprentissages dans ton parcours d'athlète, dans ton parcours de sport, que tu as pu ramener dans ton parcours professionnel aussi? Beaucoup. Puis écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que je suis rendu à un point dans
ma vie ou ma carrière ou peu importe, où je cherche à redonner au sport parce que j'en ai tellement reçu. J'ai tellement eu des belles opportunités grâce au basket, au soccer quand j'étais beaucoup plus jeune, mais vraiment au basket, j'ai fait vraiment le tour des États-Unis. Le premier tournoi dans lequel j'ai joué, c'était à Maui, Hawaï. Tu sais, fait que je sors de la rive sud de Montréal, j'arrive pour m'envoyer à Hawaï pour aller jouer devant des milliers de personnes et tout ça. Fait que, écoute, c'était une expérience extraordinaire. J'ai appris à travers le sport, j'ai appris à me découvrir, bien honnêtement, puis je suis parti à l'âge de 18 ans pour me rendre. Je pars de la ville, je pars de Montréal pour me rendre à Lexington, au Kentucky. On s'entend que c'est pas la ville. Le Kentucky, le stéréotype du cowboy, du fermier, là, c'est pas loin. C'est pas mal ça. C'est pas loin, je vais être bien honnête. Mais j'ai appris à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Puis c'est à cause de ces expériences-là, je pense que c'est le sport vraiment qui m'a fait vivre ça. J'ai appris, j'ai voyagé, j'ai appris c'est quoi la compétition, j'ai appris comment gérer le stress. C'est toujours un exemple. Puis je pense que c'était en 2003 ou 2004, on a joué un match au Ford Field. Ça, c'est quand j'étais avec l'Université du Kentucky. Ford Field qui était à Détroit. Et à l'époque, ça avait battu un record Guinness, je crois, pour le nombre de spectateurs à un match de basket. Donc, incluant la NBA, ces trucs-là, il y avait 72 000 personnes qui étaient venues au match. C'était, Michigan State et Kentucky, deux gros programmes de basket quand même, mais c'était un événement en soi. Puis des fois, je dois présenter à des clients, je fais beaucoup d'appels vidéo, des pitchs. Maintenant, c'est plus trop en personne, on s'entend à cause de la pandémie, mais des fois, je suis nerveux quand même, c'est normal, je pense que tout le monde est nerveux, puis si t'es pas nerveux, mais faut que tu te poses des questions. Mais après ça, je me replace à monter 72 000 spectateurs quand je devais faire un lancer franc, puis sur les 72 000, il y en avait peut-être 60 qui étaient contre moi en train de crier, tout ça, fait que ça remet les choses en perspective un peu, mais je pense que c'est un peu un extrême de vivre ça, puis je réalise que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de vivre des situations aussi précises ou aussi intenses que celle-là, mais le sport en général, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment te permettre, de te découvrir, mais de savoir comment communiquer, de savoir comment travailler avec les autres et tout, fait que j'ai vraiment une belle chance, je pense, à travers toutes ces expériences-là. En tout cas, parcours très, 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 très intéressant. Et puis, je pense que les 24 minutes pour aborder tout ça sont vraiment, vraiment, vraiment courtes. Et malheureusement, effectivement, malheureusement, on arrive à la fin de cette très belle entrevue. On arrive à ce qu'on appelle la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration et de motivation. Et on sait actuellement la situation que tous vivons. Pour toi, Bernard, le grand communicant, le grand dans tous les sens, qu'est-ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Ce que je dirais, si je peux me permettre de prendre votre plateforme pour tout ça, ça serait vraiment de dire aux gens de prioriser leur santé mentale et leur santé physique. Prenez vraiment le temps de penser à votre santé physique, votre santé mentale, que ce soit méditer, aller courir, marcher, parler à quelqu'un. Honnêtement, moi, je suis très ouvert avec ça. J'ai parlé à quelqu'un, un professionnel, à l'automne dernier, juste à temps d'ailleurs, avant la pandémie, et pour replacer quelques petits trucs dans ma vie. Donc, moi, je dirais ça aux gens qui nous écoutent. Honnêtement, c'est juste de se prioriser sa santé mentale, sa santé physique avant tout. Il faut vraiment, faut être en santé, c'est numéro un, je pense, dans la vie. Bernard, je pense que c'est un beau rappel. C'est un beau rappel. On a tendance on le sait, c'est beaucoup de phénomènes, ou beaucoup d'actions qu'on connaît, puis qu'on sait les dire aux autres, mais le faire pour nous-mêmes, c'est souvent très difficile. Donc, merci infiniment du rappel. Vraiment. Puis merci aussi du partage. Ça a été beaucoup trop court, mais fort intéressant. Donc, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à vous deux, Jeff, Max. Bonne chance avec le restant du podcast. Puis, écoutez, j'espère qu'on se reparle bientôt. Max, toujours un plaisir, mon cher. Partagez, Jeff. Merci. Merci, Bernard. Donc, tout le monde qui est à la maison, merci infiniment de passer ce temps avec nous. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci.